L'actualité, les portes du lycée Philippe Zenda Kaboré resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Décision prise hier au cours du Conseil des ministres. Une décision qui fait suite aux violences enregistrées la semaine dernière par les élèves de ce lycée. Et puis, fin de parcours pour 3 présumés délinquants opérant dans les quartiers de Pissi, Bornam et Sissé à Ouagadougou. Ils étaient spécialisés dans les braquages à main armée. La police de Boulmirou les a présentés ce matin même à la presse. Voilà pour les titres de ce 13h. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir. Nous ouvrons ce journal avec la situation socio-politique au Mali qui a évolué. À moins d'une heure, un conseiller du vice-président de la transition, Assimi Goïta, a pris la parole à la télévision nationale malienne. Il affirme avoir mis fin aux fonctions du président et du Premier ministre. Je vous propose d'écouter le conseiller et le vice-président de la transition. Communiqué du vice-président de la transition. Suite à une crise de plusieurs mois au plan national, prenant en compte des grèves et manifestations de divers acteurs sociaux et politiques, le gouvernement dirigé par M. Mokhtar Ouane s'est montré incapable de constituer un interlocuteur fiable, susceptible de mobiliser la confiance des partenaires sociaux. Dans la foulée et de façon unilatérale, le président de la transition a accepté la démission du gouvernement et reconduit aussitôt le Premier ministre avec pour mandat d'aller à la formation d'un nouveau gouvernement. La conséquence a été une consternation générale marquée par la persistance des grèves de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, dont l'issue est finalement une grève illimitée. Cet état de fait constitue une véritable asphyxie pour l'économie malienne et partant la garantie d'une instabilité aux conséquences incommensurables. Dans les démarches de constitution d'un nouveau gouvernement, le Premier ministre, nouvellement reconduit, a établi une liste en accord avec le président de la transition, sans aucune concertation avec le vice-président en charge des prérogatives à lui conférées par la charte, à savoir la défense et la sécurité. Une telle démarche témoigne d'une volonté manifeste du président de la transition et du Premier ministre d'aller vers une violation de la charte de transition, contrairement au serment prêté lors de son investiture le 25 septembre 2020, d'où une intention avérée de sabotage de la transition. Nonobstant les interpellations et négociations diverses engagées par le vice-président auprès des chefs d'État de la sous-région et de certaines chancelleries présentes au Mali, en vue d'amener le président de la transition et le Premier ministre à respecter les prescriptions de la charte de transition, ceux-ci sont malheureusement restés persistants dans leur posture. Ainsi, de par le serment prêté, en même temps que le président de la transition est tenu par l'engagement patriotique pris devant le peuple malien, ainsi que devant les forces de défense et de sécurité, le vice-président de la transition s'est vu dans l'obligation d'agir pour préserver la charte de transition et de défendre la République en vue de mettre hors de leurs prérogatives le président et son Premier ministre, ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation. En cette circonstance, le vice-président de la transition invite les populations à vaquer librement à leurs occupations et les rassure de l'engagement indéfectible des forces de défense et de sécurité à préserver l'intérêt supérieur du peuple malien, conformément à l'esprit et à la lettre de la charte de transition. Au demeurant, le vice-président de la transition tient à préciser que le processus de transition suivra son cours normal et que les élections prévues se tiendront courant 2022. Je vous remercie.
fait Bamako le 25 mai 2021. C'était donc le conseiller spécial du vice-président de la transition malienne que vous venez d'écouter. Hier, c'était toujours l'incertitude quant à la situation des civils arrêtés par des militaires. L'Union africaine, qui craint pour la stabilité du Mali, condamne cette arrestation arbitraire et demande leur libération. La mise en place du nouveau gouvernement du CNT présenté hier lundi serait à l'origine de ce coup de force au Mali. On en sait davantage avec nos confrères d'Africa News. L'Union africaine exige la libération immédiate du président et le premier ministre de la transition malienne. Baoundaou et Mokhtar Ouane ont passé leur première nuit aux mains des militaires dans le camp de Kati près de Bamako. Le président Félix Tshisekedi, dans un communiqué, a condamné cette détention arbitraire qui menace la stabilité du Mali. De son côté, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a invité les parties maliennes à privilégier l'esprit de dialogue et de responsabilité pour régler les malentendus autour de la mise en place du gouvernement. En effet, ce nouvel exécutif a révélé lundi serait à l'origine de cette poussée de tension à Bamako. Le remplacement de Modibo Koné, anciennement ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a cédé son poste au général Mamadou Lamine Ballo. Et le colonel Sadio Kamara s'est vu arracher le ministère de la Défense au profit du général Souleymane Doucouré, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, qui était jusque-là secrétaire général du ministre de la Défense. Retour chez nous au Burkina Faso et nous parlons de la lutte contre le grand banditisme avec cette bonne nouvelle. Les habitants des quartiers Pissi, Bonam et 600 de Ouagadougou peuvent souffler un temps soit peu. 3 présumés délinquants qui opéraient dans ces quartiers ont été mis hors d'état de nuit par la police de Boulmioukou. Ils étaient spécialisés dans les vols à main armée à l'aide de fusils Kalachnikov et bien d'autres armes. Ils s'introduisaient dans les domiciles des citoyens par effraction ou par escalade, tiennent en respect leurs victimes et les dépouillent de tous leurs biens. La police de Boulmioukou a fort heureusement mis fin à leur parcours après qu'ils aient tout de même fait des victimes et emporté de fortes sommes d'argent. La présentation de ces présumés délinquants avec Benjamin Kwame. Aladji, Bambino et Fulpe, le chef de gang. Ce sont là les sobriquets de ces présumés délinquants, âgés respectivement de 19, 20 et 24 ans. Ils ne sont plus désormais libres de leur mouvement. Les hommes du commissaire Youssouf Dianda ont mis la main sur eux après des enquêtes minutieuses. Ces hommes opéraient dans les quartiers Bonam, Sissin et Pissi. Pissi, justement, d'où ils sont d'ailleurs domiciliés. Dans leurs opérations et avec des armes à feu, ils s'introduisent par effraction dans les domiciles. Armés de leurs fusils Kalachnikov et d'un pistolet automatique, de couteaux et d'arrache-clous, ils tiennent en respect leurs victimes et les dépossèdent de leurs biens. Dans le quartier Pissi, la cour de Mme Traoré Awa a été visitée le 2 février 2021 et une somme d'argent d'une valeur de 6 millions de francs CFA et un vélomoteur de marque Yamaha Force X ont été emportés. Au quartier Bonam, le domicile de M. Dia Aruna, opérateur économique, a été leur cible le 8 avril 2021, où un de ses vigiles, de nom de Nikema Yabré, a été froidement abattu par balle de Kalachnikov. Autre cible, les points de transfert d'argent. Là, ce sont de fortes sommes d'argent qui ont été emportées. Dans la zone de Sissin, le groupe a réussi à attaquer plusieurs boutiques d'Orange Money. Une importante somme d'argent a été emportée par les présumés délinquants. Le groupe va plus loin dans ses actions. Le chef des gangs est allé jusqu'à recruter plus d'une dizaine de jeunes garçons qu'il a convoyés à Kidal, au Mali, pour étoffer les rangs des groupes terroristes. Le chef de gang a réussi à recruter plus d'une dizaine de jeunes garçons qu'il a envoyés au nord Mali, précisément dans la ville de Kidal, pour livrer aux groupes armés terroristes. Pour plus de précision, en 2019, il a envoyé 5 et en 2020 également, il a envoyé 5. Le groupe a pu se procurer de la Kalachnikov, par exemple, dans la nature, suite aux événements de 2011, indique le commissaire Youssouf Dianda. Ils sont assez particuliers au regard des rapports entretenus avec des groupes terroristes du Mali. Pour ce faire, une unité spécialisée dans les enquêtes antiterroristes a été saisie pour approfondir l'enquête.
En attendant, Sako Mohamed, l'une des victimes, se souvient de la nuit où il a été visité par ces derniers. C'était le 8 avril, dans la nuit du 8 avril 2021. Voilà, donc ils sont venus dans la soirée très tard, vers 1h, 2h. Voilà, donc c'est d'abord un coup de sommation qui nous a interpellés. Voilà, donc quand on est descendu pour voir ce qui s'était passé, bon, moi j'ai été en contact même avec l'un de celui qui tenait même la Kalachnikov. Voilà. Mais bon, il n'a pas tiré, mais il nous a juste dit de nous cacher, de nous mettre à l'écart. Et quand on est rentré, on s'est rendu compte qu'il avait déjà touché un des vigiles, voilà, qui agonisait même déjà. Mais après leur départ, le gardien était déjà décédé. Chez moi, ils ont pris mon téléphone. Parmi les objets saisis, on peut compter également un pistolet automatique, 3 vélomoteurs, des munitions, pour ne citer que ceux-ci. Et déjà, les premières victimes repartent avec leur engin retrouvé. L'hebdomadaire Conseil des ministres pour poursuivre ce journal. Hier, les membres du gouvernement d'Abiré ont pris d'importantes décisions. Des décisions relatives au processus de réconciliation nationale, au Hadj 2021 et à l'éducation. Sur ce dernier point, le gouvernement anticipe la fin de l'année scolaire 2020-2021. Quitus a été donné aux établissements ayant réalisé toutes les évaluations de tenir les conseils des classes afin de libérer les élèves en classe intermédiaire. Une manière de mettre fin aux crises enregistrées ces derniers temps en milieu scolaire avec à la clé des blessés et des décès. Le lycée Philippe Zenda, je vous le disais en titre, qui a été le théâtre des violences, reste fermé jusqu'à nouvel ordre. Le point du Conseil des ministres de ce 24 mai avec Kwame Hervé Dapa. Au moment où se tient le Conseil des ministres de ce 24 mai, le bilan des violentes manifestations dans les écoles ces dernières semaines est sans appel. Un élève grièvement blessé à l'œil, 2 autres décédés, dont le dernier inhumé hier seulement. Donc c'est une occasion pour le gouvernement de réitérer donc ses condoléances à la famille de cet élève et de rappeler aussi à la communauté éducative qu'il y a urgence à revenir à la raison. Il y a également urgence, et le gouvernement l'a rappelé, que la fermeté sera de rigueur par rapport à un certain nombre d'actes qui portent atteinte, j'allais dire, à l'ordre public et à la quiétude. La fermeté, mais aussi l'organisation, notamment celle des examens scolaires à grand tirage. Il faut d'abord faire le point sur le niveau des programmes déjà exécutés dans les près de 4500 établissements concernés. Sur l'ensemble des 13 régions, 697 établissements n'avaient pas fait les évaluations du 3e trimestre. Autrement dit, 3757 établissements ont fait les dernières évaluations du 3e trimestre, soit un taux de réalisation du programme scolaire et des évaluations de 84,37%. Des chiffres qui ont permis au gouvernement de prendre certaines décisions. Il s'agit pour l'achèvement donc de l'année scolaire 2020-2021 de faire en sorte que les établissements qui ont réalisé toutes les évaluations, qu'ils puissent tenir leur conseil de classe et de libérer donc les élèves des classes intermédiaires, donc les classes qui ne sont pas en situation d'examen. Pour les établissements n'ayant pas réalisé toutes les évaluations, j'en ai fait un parcours tout à l'heure dans le tableau, il s'agit de poursuivre les activités pédagogiques jusqu'à la fin des cours fixés donc au 17 juin 2021. Pour les classes d'examen des établissements fonctionnels, poursuivre les activités pédagogiques jusqu'à la fin des cours fixés au 17 juin 2021. Pour le cas particulier du lycée Philippe Zenda Kaboré, l'établissement reste fermé jusqu'à nouvel ordre, a décidé le gouvernement, qui précise par ailleurs que les dates initiales de la tenue des examens de fin d'année restent maintenues. Le secteur éducatif burkinabé fait face à plusieurs défis, notamment la sécurité. Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, ils côtoient souvent la mort. Mais qu'à cela ne tienne, les enseignants du BAM restent déterminés à dispenser le savoir aux élèves de cette province. Pour tout ce courage, ils sont magnifiés par les autorités de la région à travers les 48 heures de l'enseignant. 15e du genre, cette initiative de la direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle vise à rassurer les enseignants des efforts du gouvernement pour leur sécurité. Abdou Aziz Sari.
Dans le BAM, ils font partie de ceux qui côtoient chaque jour la mort dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Presque chaque jour, des enseignants sont sommés de quitter des villages, d'autres même sont tués par des terroristes parce qu'ils dispensent des cours classiques aux enfants. Mais en dépit de toutes ces menaces, les acteurs pédagogiques tiennent le moral haut et poursuivent avec courage leur vocation au grand bonheur des élèves. Et ce, dans des conditions parfois précaires. Aujourd'hui, à l'occasion des 48 heures de l'enseignant du BAM, c'est tout le Centre-Nord qui leur rend hommage pour leur bravoure. Alors, à l'occasion, je voudrais d'abord rendre hommage à tous ces vaillants combattants de l'ignorance dans notre province et saluer la tenue de cette 15e édition des 48 heures de l'enseignant du BAM. Donc, nous nous réjouissons de la tenue effective de cette activité pour dire que nous leur rendons un vibrant hommage. Cette année, l'événement se tient sous le thème « L'école burkinabé aujourd'hui face aux crises sécuritaires, comment augmenter sa capacité de résilience ». Occasion pour les enseignants du primaire, du post-primaire et de l'éducation non formelle d'inviter les autorités à améliorer leurs conditions de vie et de travail. J'ai évoqué certains établissements qui sont sous abri précaire, des services déconcentrés internes ou externes, de l'éducation qui sont dans des bâtiments d'emprunt. Il manque de moyens roulants et leur entravant donc la bonne mission. Ils n'arrivent pas à bien tourner dans les écoles ou dans les circonscriptions pour pouvoir transmettre les missions de la politique éducative. Donc ce sont ces difficultés, en tout cas que nous avions aussi recensées, en plus celles sécuritaires. Face à ces difficultés, le premier responsable du BAM rassure. Le gouvernement fait de son mieux afin de permettre à tous les fonctionnaires de mener à bien et en toute sécurité leur mission. Notamment, il y a eu des efforts de la part du gouvernement pour la sécurisation, en tout cas, de différents espaces, de différentes écoles. Si des écoles, c'est trop, mais des différents ensembles des villages et des communes en termes de sécurisation, en termes de patrouille et en termes également de travail. Donc je pense qu'il y a un travail énorme qui se fait à l'ombre comme à la lumière de tout le monde. Voilà pour ça qu'en tout cas, on arrive à continuer toujours, en tout cas, les activités pédagogiques dans bon nombre des écoles. Tribune de partage et d'expérience, ces 48 heures de l'enseignant du BAM est aussi l'occasion pour ces acteurs pédagogiques de tisser des relations. Nous prenons à présent la direction du palais de Kossiam où le président du Faso a reçu en audience le ministre ivoirien de la Réconciliation nationale, Kwadjo Konan-Bertin. Présent depuis la semaine dernière à Ouagadougou, Kakabe, comme on l'appelle affectueusement, est allé traduire ses civilités à Roch-Marc Christian Kaboré. On retrouve encore Abdoul Aziz Sarré pour plus de précisions. Après plus de 4 jours de travail passés au pays des hommes intègres, le ministre ivoirien en charge de la réconciliation nationale s'apprête à regagner son pays, la Côte d'Ivoire. Mais avant, il rencontre le président du Faso. Kwadjo Konan-Bertin est venu remercier Roch-Marc Christian Kaboré pour la qualité des échanges et des partages d'expériences qui ont eu lieu entre le Burkina Faso et son pays. La Côte d'Ivoire et le Burkina, nous sommes certes deux peuples, mais deux peuples au même destin. J'ai donc coutume de dire que ce qui touche au Burkina touche à la Côte d'Ivoire et vice-versa. Nous avons donc l'obligation de mutualiser nos efforts, d'échanger les expériences et voir comment ensemble nous conduisons ces deux peuples, du nom ce peuple ivoiro-burkinabé, vers un destin meilleur. Cela passe par stabiliser la sous-région, par des conditions de paix et de réconciliation pour que vive le bonheur dans cette partie de la sous-région ouest-africaine dont le Burkina et la Côte d'Ivoire constituent, à n'en point douter, le moteur. Cette visite a été également l'occasion pour le ministre ivoirien en charge de la réconciliation nationale de remercier le peuple burkinabé pour l'avoir associé au spectacle de reggae Marley d'Or qui était placé cette année sous le thème « Reggae, facteur d'intégration et de réconciliation ».
Dans la chronique économie de cette semaine, la rédaction de BF1 s'est intéressée au budget alloué à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. On apprend qu'en 4 années, ce sont environ 25% du budget de l'État qui ont été accordés à la défense et à la sécurité. Un réaménagement opéré, ce grâce au regard des multiples attaques terroristes enregistrées dans plusieurs régions du pays. Si le secteur de la défense et de la sécurité connaissent une croissance, d'autres secteurs comme l'eau et l'assainissement restent par contre au même niveau. On en vient donc à se poser cette question. Pourquoi le terrorisme perdure malgré ces sommes colossales allouées à la lutte contre ce phénomène? Élément de réponse avec Benjamin Kwame. Entre 2014 et 2019, le Burkina Faso a enregistré 5492 attaques à main armée, alliées à 580 attaques terroristes. C'est le rapport 2021 du Plan national de développement économique et social qui le dit. Des attaques qui ont amené le gouvernement à revoir son cahier de charges en plaçant le volet sécuritaire au pic de ses priorités depuis 2015. Les investissements et les allocations budgétaires au secteur de base ont tous été revus. Le ministère de la Défense et des anciens combattants en 4 ans a augmenté à 140%. Le pays est attaqué. Maintenant, il faut redéployer les moyens financiers au profit de la défense et de la sécurité en les dotant de moyens conséquents, en achetant des armes, des munitions, des chars, pour contrer quand même ce phénomène-là et afin de revenir au secteur social de base. En 4 ans, la part du budget de la défense et de la sécurité a augmenté de plus de 140%. Pour que le gouvernement burkinabé accorde une priorité à la question sécuritaire. Le budget de défense est allé en crescendo. En 2015, le ministère de Chérif Sy avait un peu plus de 87 milliards de francs CFA. Et en 2019, près de 210 milliards. Et pendant ce temps, des ministères comme l'agriculture, l'eau et l'assainissement voient leur budget divisé en 2 ou réduit simplement. Se fiant au budget national de 4% en 2017, le budget de l'eau et de l'assainissement est passé à 1,8% en 2019. On a dû diminuer, on a dû scier. Par exemple, quand on voyait le budget de l'eau et de l'assainissement a été divisé en 2 depuis 2017. Voilà. Alors que vous savez qu'on a encore besoin de forages, on a encore besoin il y a beaucoup de villages de nos jours qui n'ont pas d'eau. On a été obligé de diviser pour faire face à la sécurité. Parce que c'est ça qui est devenu aujourd'hui la priorité. La question de sécurité est devenue la priorité du gouvernement burkinabé depuis 2015. Donc, dans les logiques, il faut régler d'abord ce problème et ensuite on revient au développement. Ce réaménagement budgétaire en faveur de la défense laisse entendre que la lutte contre le terrorisme porte du fruit. Et pourtant, il y a moins de 5 jours, 15 personnes, tous de sexe masculin, ont été tuées dans une attaque près de Tinakov dans le Sahel. Alors, l'on est en droit de se demander comment se fait la gestion ou la répartition de cette forte somme d'argent destinée au FDS. L'État, en tout cas, pour sa part, joue son rôle en mettant les moyens conséquents dans le secteur de la défense et de la sécurité. Peut-être sur les attaques de derniers jours, peut-être il y a un problème de stratégie, peut-être qu'il y a un problème de réalisme sur le terrain que nous on ne connaît pas, mais je ne pense pas que ce soit un problème de moyens. Sinon, les moyens sont suffisamment accordés à ces 2 secteurs pour les permettre de pouvoir faire face à la question sécuritaire. Les conséquences liées aux attaques terroristes sont multiples et plusieurs secteurs sont obligés d'en subir. Arrêt des travaux de bitumage par endroits, abandon de chantiers, impact agricole avec 100 000 hectares non exploités en 2019, c'est le PIB du pays qui est en baisse. Il n'est pas considéré sur l'économie du Burkina. Vous avez des chantiers aujourd'hui qui sont en arrêt du fait des attaques terroristes. Pas qu'il n'y a pas la volonté du gouvernement, pas qu'il n'y a pas les moyens. Du fait des attaques terroristes, il y a certains secteurs qui étaient pourvoyeurs de recettes à l'État, tels que les touristes dans les zones de l'Est. Aujourd'hui, on ne peut plus fréquenter ces zones. Donc, il y a un impact sur le recouvrement des recettes de l'État. Et là, ça va jouer sur la croissance du pays, la croissance du PIB. À cela, il faut ajouter l'élevage qui est aussi affecté, sans oublier ces millions de déplacés internes. En dépit de toutes ces conséquences, le Burkina Faso projette un taux de croissance de 7% contre 2,5% en 2020.
Sécurité toujours avec ce stage pratique qui intervient à la deuxième année de formation des sous-officiers de gendarmerie de Bobo-Dioulasso. Après un mois d'immersion dans les brigades territoriales de gendarmerie sur l'ensemble du territoire national, la 47e promotion de l'École nationale des sous-officiers de gendarmerie a pu toucher du doigt les réalités du terrain qu'ils vont bientôt rejoindre. Comment s'est donc déroulé le stage pour ceux de la région du centre? Justin Amonto nous en parle. De la théorie à la pratique. Ce 25 mai, ces élèves sous-officiers en deuxième année de la 47e promotion de l'École nationale des sous-officiers de gendarmerie sont en stage brigade. Ici, nous sommes à la brigade territoriale de Pabré. Nous assistons à un exercice pratique de démontage et de montage d'armes d'épaule nommé AK-47 ou Kalachnikov. C'est essentiellement le fonctionnement de la brigade. Nous avons aussi le rôle du service de planton, la technique de fouille d'un individu, même la perquisition. Cette phase pratique sur le terrain a une durée de 30 jours. C'est donc une opportunité pour ces stagiaires de toucher la réalité du terrain en étant en contact direct avec la population. Dans ces 30 jours, nous avons appris pas mal de choses, comme le service du planton. Nous avons eu à faire des pratiques comme le contrôle. Aussi, nous avons eu à toucher du doigt les documents essentiels de la brigade. Dactylographie, saisie, des sorties patrouilles externes et dans les résidences, mais aussi des techniques de prise d'empreintes. Des formations pratiques terrain qui sont supervisées par leurs devanciers. Les anciens se sont vraiment donnés à fond pour nous faire mieux comprendre ce que nous avons appris théoriquement à l'école et de mettre en pratique surtout les exigences de la police judiciaire. Pour le moment, on ne peut pas les mettre seuls dans des missions parce qu'ils sont toujours des stagiaires. Donc ce que nous faisons ici, ils sont toujours accompagnés par les anciens. De la brigade de Pabré à la brigade ville de Signonguin, cette série de visites de gendarmes stagiaires s'est achevée au camp Paspanga. Ici, les stagiaires sont aussi en immersion pratique terrain à la brigade de recherche de Ouagadougou. Ils ont l'opportunité, dans cette brigade, de se former dans le service technique de recherche judiciaire. Un volet important pour ces stagiaires. C'est une formation professionnelle, donc ça permet de combler justement ce vide-là, de sorte qu'à leur sortie, immédiatement, on doit pouvoir les employer dans les brigades. Au nombre de 10 élèves par brigade, sur toute l'étendue du territoire, ils sont au total 750 stagiaires en phase pratique terrain et parmi eux, on compte plus d'une vingtaine de femmes. Ainsi s'achève notre version de l'actualité de ce 25 mai. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité. Excellente suite de programme sur notre chaîne.